Le 23 mai 2006, le Mali découvre une scène presque impossible à imaginer. À Kidal, des mutins de l'armée malienne prennent le contrôle de 2 garnisons. Au même moment, à Ménaka, un chef de bataillon pille le magasin d'armement de son unité et emporte armes et munitions. Quelques heures plus tard, mutins et déserteurs se retrouvent dans le maquis de Tegargar en plein désert de l'Adrar des Ifoghas. Le paradoxe est énorme. Ces hommes ne sont pas seulement des rebelles venus de l'extérieur. Ce sont pour beaucoup d'anciens rebelles intégrés dans l'armée malienne après les accords de paix. Des hommes que l'État avait intégrés pour tourner la page de la guerre. Mais en 2006, ce sont eux qui reprennent les armes. Comment des accords censés ramener la paix ont-ils fini par reproduire une nouvelle rébellion? Bienvenue dans Chronique Sciencée. Aujourd'hui, épisode 4 de notre série, 2006, la rébellion des intégrés. On remonte le fil juste après le générique. Pour comprendre 2006, il faut revenir aux 2 rébellions précédentes. En 1963, à Kidal, la première révolte est écrasée par l'armée du président Modibo Keïta. Le Nord entre alors dans une longue période d'administration militaire. En 1990, une nouvelle rébellion commence à Ménaka. Elle est portée par des jeunes combattants du mouvement populaire de l'Azawad, le MPIA, dirigé par Iyad Agali. À cette époque, le régime de Moussa Traoré est déjà fragilisé par les manifestations pour la démocratie. Après la chute de Moussa Traoré en mars 1991, Amadou Toumani Touré prend la tête de la transition. Convaincu qu'une solution uniquement militaire ne peut pas régler la crise, ATT accepte la voie politique. Les mouvements se fragmentent. Le MPIA associé aux Ifoghas, le FPLA avec des jeunes Touaregs Chamanama autour de Zeidan Ak Sidalamine, l'Arla porté par des Touaregs Imrad et le FIA créé par des Arabes et des Maures. Tous finissent par se regrouper dans les MFUA, les mouvements et fronts unifiés de l'Azawad. Le 11 avril 1992, le pacte national est signé à Bamako. Mais sa mise en œuvre connaît des ratés. Les attaques continuent. Les populations sédentaires, notamment Peul, Songhai et Toucouleur, créent des milices d'autodéfense appelées Gandakoy. Le danger d'une guerre civile devient alors réel. Sous Alpha Oumar Konaré, l'État malien, l'Algérie et les bailleurs de fonds tentent de sauver le processus de paix. Mais même dans la rébellion, les divisions sont fortes. Le commandant Bilal Saloum, chef militaire du MPIA et membre de la commission de cessez-le-feu, est assassiné par des militants opposés au processus de paix. Cet assassinat agit comme un électrochoc. Le 27 mars 1996, la flamme de la paix est organisée à Tombouctou. Les rebelles déposent officiellement les armes. Beaucoup intègrent l'armée, la police et l'administration. Les dirigeants des MFUA proclament leur autodissolution. Mais la paix reste fragile, car intégrer des combattants ne suffit pas si les frustrations politiques, économiques et sécuritaires demeurent. En 2001, Ibrahim Agbaanga, alors lieutenant dans l'armée malienne, entre déjà en dissidence. Il réclame que son village soit érigé en commune. Il prend en otage des militaires et rejoint le maquis. Une nouvelle fois, l'Algérie intervient comme médiateur. La crise est calmée, mais le signal est clair. Le feu n'est pas éteint. En 2005, une grave sécheresse frappe le Mali. Les communautés pastorales du Nord sont durement touchées. L'État crée l'Agence de développement du Nord Mali pour accélérer les investissements à Gao, Tombouctou et Kidal. Mais sur le terrain, beaucoup jugent que le développement arrive trop lentement. En avril 2006, Mohamed Kadhafi est à Tombouctou pour le Mauloud. Son discours et sa décision d'ouvrir un consulat libyen à Kidal alimentent les inquiétudes. Dans la mémoire malienne, la Libye reste liée à l'histoire de combattants touaregs formés dans les décennies précédentes. Le climat devient explosif. Le 23 mai 2006, la crise éclate. À Kidal et à Ménaka, des garnisons sont attaquées. Le nouveau mouvement prend le nom d'Alliance démocratique du 23 mai pour le changement, l'ADC. La figure militaire centrale est le lieutenant-colonel Hassan Ag Fagaga.
En conflit avec sa hiérarchie depuis plusieurs mois, il passe à l'action et entraîne la crise. Ibrahim Agbahanga est présent lui aussi. Plus radical, plus imprévisible, il incarne la ligne dure et continuera la contestation armée après les accords. Iyad Agali reste une figure politique incontournable. Ancien chef du MPIA en 1990, il conserve une forte influence dans les réseaux de Kidal. À ses côtés, on retrouve Ahmed Agbeiba, aussi cité sous le nom d'Amada Agbibi selon les sources. Fidèle lieutenant et acteur politique de la négociation. Baag Moussa appartient aussi à cette génération d'officiers et d'anciens combattants dont la trajectoire deviendra importante dans la suite du conflit. En face, El Hadj Aggamou représente une autre trajectoire, celle d'un officier touareg resté loyal à l'État malien, ce qui relève aussi les rivalités internes au nord. Au moment des attaques, le président ATT gère la crise avec prudence. Son objectif immédiat est d'éviter diffusion de sang. Il crée une cellule de crise. Il envoie un bataillon basé à Gao pour sécuriser Kidal. Et il confie le dossier au général Kafuguna Kone, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Les rebelles refusent la médiation des chefs tribaux au nord. Ils refusent aussi celle de la Libye. L'Algérie accepte d'intervenir mais pose ses conditions. Aux rebelles, elle demande d'abandonner la revendication d'autonomie, de rester cantonné à Tegargar et de ne pas chercher à internationaliser la rébellion dans toute la région. À Bamako, elle demande une démarche officielle. Kafuguna Kone se rend à Alger avec un message d'ATT au président Abdelaziz Bouteflika. Après des pourparlers indirects, l'accord d'Alger est signé le 14 juillet 2006. Côté malien, Kafuguna Kone, côté ADC, Amada Agbibi. L'accord prévoit la paix, la sécurité et le développement dans la région de Kidal. Mais c'est précisément là que commence la critique. Pourquoi un accord centré presque uniquement sur Kidal alors que Gao, Tombouctou et d'autres communautés vivent aussi l'insécurité et le sous-développement? Après l'accord, une partie de la classe politique et de la presse malienne crie à la reddition de l'État. Kafuguna Kone tente d'expliquer le texte aux députés, aux militaires et à l'opinion. Mais l'année électorale retarde l'application. En février 2007, Kafuguna Kone et Ahmed Agbeiba se retrouvent à Alger pour signer un mémorandum de mise en œuvre. Cantonnement des rebelles, forum de développement de Kidal, présence du Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, mais la paix reste incomplète. Bahanga reprend le maquis. Le vide sécuritaire s'élargit. Le GSPC, devenu AQMI, s'installe dans le Sahara malien. Et en 2012, la rébellion va se mêler avec une nouvelle force, le djihadisme armé. En 2006, le Mali croit avoir évité une guerre. Mais en réalité, une partie du feu reste sous la cendre. Et ce feu va embraser le pays quelques années plus tard. C'était Chronique Sciencée. Comprendre l'histoire pour éclairer le présent. À très bientôt.